La moitié de 26, Jean-Baptiste. 13. Excellent. Très bien. Pas jouer avec Boy, lève-le-toi. La majorité a dit que tu joues pas, donc tu joues pas. Mais alors, du coup, tu préfères être un mur porteur ou une mère porteuse? Mais j'ai déjà répondu à cette question. C'est quoi? Une mère porteuse. Dac. C'est pas si horrible, hein. Enfin, Je me dis que c'était horrible, c'est une question. mur porteur, t'es des pierres, quoi. Ouais, mais tu portes des choses. Ouais, mais constamment, mère porteuse, c'est 9 mois, puis c'est bon, là, hop là. C'est vrai, oui, mais t'es essentiel à la structure du bâtiment. Oui, mais ça reste que t'exploitais toute ta vie. C'est vrai. Bon, Et tu préfères perdre ton temps ou lire La recherche du temps perdu? lire La recherche du temps perdu. Mais tu m'as déjà posé toutes ces questions. Bah oui. Bah oui. Bien. Bonjour. Bonjour, Bonjour. comment ça va? Et oui. Bienvenue dans Qui relève du document, le podcast dédié entièrement, uniquement et totalement à l'analyse et à la critique et aux interviews de documentaristes. Sauf Boyhood. Sauf Boyhood. Ah, on va pas relancer le débat sur Boyhood. Ça va? C'était l'intro. Ça, oui, et toi? Oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire oui quand quelqu'un dit ça va? Comment ça, on peut vraiment dire oui? Bah, dans le sens où oui, c'est pas une réponse. Genre, généralement, c'est très bien, fatigué. Ah. Ouais, donc Est-ce que on a- c'est une question qui appelle à dire oui? On a un niveau grammatical, on n'est pas un niveau de sens. Non. Mais je crois que quand j'étais parce qu'à la base ça va, c'est comment ça va. Donc si on te dit comment ça va et que tu réponds oui, bah tu Ah réponds ouais. pas à la question. Pas mal. Après, comment ça va? Oui, oui est un état émotionnel. Un film aussi. Oui. Bref, on n'est pas du tout en train Non. de faire ce qu'on est Non, censé parce faire. qu'aujourd'hui, on est là pour parler de Claire Simon et pas de grammaire. Bah, Un petit peu. Ah. Oh. Et intro thématique. je t'ai appris quelque chose et ça tombe bien. Et il faut le savoir, moi j'étais hyper nul en grammaire et en conjugaison. Et Moi en j'étais tout ça. hyper fort. J'ai fait Et- A+ à mon cours de grammaire à l'université. Et aujourd'hui, j'ai écrit des textes. Et ça, c'est vraiment genre. Aucun rapport avec la grammaire. Bah si, parce que je suis nul. Oui, mais repérer un COD ou un COI, ça va pas changer que Moi, je tu sais vas toujours pas ce que savoir. c'est. J'ai essayé d'expliquer. On va adopter le Jacques Rancière, maître ignorant. Tu trouveras tout seul ton moyen de comprendre le COD et le COI. j'ai toujours pas trouvé. Bon, on est là pour parler de Claire Simon. Un petit... Ah, on n'est pas là pour parler de Claire Simon. Non, non, on est là, on est là. Ok. Je pensais qu'on avait changé de On film. a changé. Hop là, on fait autre chose. Et de son documentaire Apprendre. Oui, avant-dernier film, parce que j'ai vu qu'elle en a fait un nouveau entre-temps. Mais sur, non. Annie Ernaux, Ah oui. Ouais. Marrant. entre autres. Encore sur des élèves, mais c'est sur des élèves qui lisent Annie Ernaux. Ah oui. Hmm. Mais elles se sont interviewées mutuellement. Ouais, non mais c'était dans les débuts d'année 2000, je crois, 2002, quelque chose comme ça. Ok. Donc elles restent dans le scolaire. Ouais, ça, mais c'est un truc qu'elle aime bien. Donc, Apprendre, film documentaire sur l'école. Allez, les petites intros. Claire Simon et Claire Denis, deux réalisatrices qui s'appellent Claire avec un prénom derrière et qui aiment brouiller les pistes de la fiction et du réel. Tu vois, j'ai oublié le S à réalisatrice là, dans mon intro. D'accord. Ma comparaison, cependant, s'arrête là. Claire Simon, chevalière de l'ordre des arts et des lettres, ce n'est pas rien. Grande réalisatrice française et nom important du documentaire contemporain. Elle est notamment à l'origine des films Notre corps sur l'aile gynécologique de l'hôpital Ténon. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils disent Ténon d'ailleurs. Nous, on pensait qu'ils disaient Thonon parce qu'on habite pas très loin de Thonon. On s'est dit ah Thonon, mais en fait non, c'est Ténon. Quand est-ce qu'ils disent tes noms? À un moment donné. Ou le bien nommé Le Concours sur le concours d'entrée à la FEMIS, dont elle a été la directrice du département de réalisation. Elle a également réalisé plusieurs films de fiction, dont Vous ne désirez que moi avec l'incroyable, le magnifique Swan Arlo, et la tout aussi incroyable et magnifique Emmanuelle Devos, qui a suscité de nombreux débats au sein de la rédaction, dont on n'épiloguera pas dessus. Oui, pendant lequel je me suis de nouveau endormie. Parce que C'est ça vrai. devient un running gag Ouais, au je final crois que les je 3 m'endors derniers films pendant qu'on les a films. vus, tu t'es endormi, je crois. Non, hier je me suis pas endormie. Si, mais on a reparti en arrière. Pour que Bah, ça je me puisse suis se- endormie 30 secondes. Claire Simon aime filmer les enfants et elle est particulièrement douée pour le faire. Après Récréation en 1998, où elle filmait les jeux d'enfants dans la cour comme une ethnographe s'intéresse à une autre culture, à leur auteur, pris au sérieux dans leurs rituels et dans leur façon de socialiser, ils étaient considérés comme des êtres entiers et non comme des adultes en devenir. Avec Apprendre, elle élargit le champ et pénètre dans la salle de classe, intégrant les adultes dans l'organisation sociale de l'univers scolaire des enfants. Est-ce que ce changement d'échelle est bénéfique ?
Paris réussi? Eh bien non, nous sommes à Ivry-sur-Seine. Merci pour cette intro, Alexandre. Merci. Qui préchote un petit peu ce dont on va discuter. Bien joué. C'est comme si ça introduisait. C'est comme si ça introduisait. Bon, peut-être on commence par parler un petit peu très globalement de ce que c'est le film Apprendre, même si tu l'as un peu présenté. Donc c'est Claire Simon qui va filmer dans une école à Ivry-sur-Seine et le film se déroule sur une année scolaire. On commence à la rentrée de septembre et puis on termine aux vacances. Alors qu'en réalité, elle a filmé 2 mois, je crois, en tout. Ok. En tout cas, comme il est monté, ça laisse à supposer que ça se déroule sur une année scolaire. Mais effectivement, c'est ce que j'allais dire. On a des séquences plus ou moins longues qui sont montées sans trop d'indications chronologiques. Donc on suppose qu'elles sont montées de façon linéaire, mais il n'y a pas vraiment d'indices dans les plans qui peuvent laisser à penser quand c'est. Oui, t'es d'accord avec ça? Ouais. Je sais pas, moi, pour commencer, une des premières questions que je me suis posée quand j'ai commencé à prendre des notes sur le film, c'était qu'est-ce que ça produit d'inscrire son film dans la temporalité d'une année scolaire? Qu'est-ce que ça crée? Si tu veux, je peux un peu... Vas-y, parce que moi, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Quoi. Ok, ah ouais, je trouve fort. Ouais, vas-y. Bon, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que comme tout le reste, c'est un choix de mise en scène. Elle aurait pu ne pas faire ça. D'ailleurs, elle ne fait pas ça dans Récréation, qui se passe sur plusieurs récréations, mais qui sont montées comme une espèce de longue récréation. Ouais, on sait pas trop. On sait pas trop, effectivement. Et donc, pour moi, ça, c'est un choix qui qui la place, et d'ailleurs qui va se confirmer par d'autres choix de mise en scène, à l'intérieur de l'institution. Ah ouais, bien vu. C'est pas faire un pas de recul, c'est adopter, s'immerger à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est ce que Claire Simon va faire avec sa présence dans le plan. Elle va jamais prendre un pas de recul et observer de loin une classe. Elle va toujours être à l'intérieur de la classe. Souvent, elle va avoir une caméra qui vient assez proche des élèves, même une caméra qui bouge pour toujours aller un peu filmer là où il y a de l'action. Donc, il y a vraiment cette volonté de s'immerger dans l'institution, dans sa temporalité, dans ses moments. Et puis d'ailleurs, même quand tu regardes l'intro du film, c'est une mère qui amène ses 2 enfants à l'école. Donc il y a aussi cet aspect, je donne mes enfants à l'institution, et après, une fois qu'on a ce truc-là, on restera toujours dans l'école. On va en sortir quelques fois parce qu'il y a des visites scolaires, je sais pas comment on appelle, des sorties scolaires. Des excursions, moi j'avais noté. Ouais, des excursions. Mais sinon, on est vraiment dans l'école. Donc c'est marrant qu'il y a aussi ce geste de hop, on amène des enfants et après, c'est l'école. Oui, puis même pour moi, les excursions, ça fait partie de l'école. Ah oui, bien sûr. Ça fait partie de la routine de l'école. C'est les exceptions, mais qui en fait s'intègrent très bien dans cette idée de diversifier un peu parfois une routine qui est quand même assommante d'aller en cours. Bon, du coup, ce que j'ai un peu continué à réfléchir par rapport à ça, pour moi, ce choix, même si je le comprends en partie, je le trouve un peu questionnant parce que du coup, on a quand même un film qui observe une institution en s'immergeant dans l'institution. Et je me demandais un peu à quel point est-ce que du coup tu peux observer des choses quand tu fais ça. Je pense que tu peux observer des choses, mais à quel point tu manques aussi certaines choses en le faisant. Et moi j'ai l'impression que le film finit un peu malgré lui, mais il y a d'autres aspects positifs qu'on développera, se fait un peu absorber du coup par ce temps de l'institution. Et ce qu'on finit par voir, c'est l'école et rien d'autre. C'est-à-dire qu'on voit ce qui fonctionne un petit peu dans l'école, ce qui fonctionne un petit peu moins bien, mais toujours de ce qu'on appellerait le micro, quoi. Et on ne voit jamais un peu la structure scolaire, vu qu'on est en plein dedans. Moi, j'ai pas l'impression que c'est comme un espèce de faux pas premier, c'est-à-dire, c'est ça, comme tu dis, je sais pas comment tu as dit ça, mais que ça empêche. Moi, je pense pas que ça empêche, c'est plutôt que c'est une conséquence d'une vision qu'elle a de l'école, d'un objectif peut-être aussi qu'elle a de filmer l'école, c'est-à-dire en tant qu'une institution effectivement républicaine. Moi j'ai trouvé une citation qui colle tout à fait très bien à ça, et que cette vision-là de l'école, et qui va pouvoir expliquer ce qu'on aime bien et ce qu'on n'aime pas trop dans le film. J'ai trouvé sur le site de la Cinémathèque suisse, mais c'est pas sourcé, c'est marqué Claire Simon, mais c'est pas dit. Bravo la Cinémathèque suisse. En général, dans les banlieues, on filme les racailles, entre guillemets, les ados violents, alors que moi, je voulais montrer l'école élémentaire comme un bastion républicain, comme une fabrique du citoyen et de la cité. L'école élémentaire est un lieu d'apprentissage, lire, écrire et compter, mais aussi un lieu où on se confronte au monde adulte. Et moi, je trouve que dans cette citation,
Tout est dit. Tout est dit sur sa vision de l'école, c'est-à-dire aussi comme un truc, l'école républicaine, méritocrate, qui permet l'ascenseur social, qui est tout ça. Et je pense que on va le voir. Je pense qu'elle perçoit les dysfonctionnements contemporains de l'école, manque de financement, classe surchargée, tout ça. Mais elle a toujours cette idée derrière que l'école, quand même, c'est une bonne chose, quoi, et que y a pas de remise en question du concept même de l'école ou de l'école républicaine, en tout cas française. C'est une bonne idée qui a un peu dérapé, mais ça reste une bonne idée, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Et du coup, en tout cas, on peut essayer de tirer un pont entre cette citation et ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, donc, c'est quelqu'un qui va filmer à l'intérieur de quelque chose dans lequel il croit. Du coup, elle croit à l'école, elle va regarder l'école et elle va pas regarder avec un pas de côté. Est-ce que l'école, c'est peut-être pas si bien que ça, finalement Et d'ailleurs, en tout cas, c'est marrant parce que le résumé du film, quand tu vas sur les plateformes où il est disponible, c'est que c'est écrit une plongée dans une école progressiste. Mmh. Donc cette idée que c'est une école, mais un petit peu mieux que les autres, qui a réglé peut-être les 2-3 petits problèmes qu'il pourrait y avoir dans d'autres écoles. Mmh. Mmh. Ce qu'on va développer d'ailleurs après, je pense, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ça. Je voulais juste finir sur ça. Attends, je voulais juste rajouter que oui. j'ai aussi vu une autre entrevue où elle utilise le terme de civilisateur pour parler des profs. Et encore une fois, je trouve que c'est quand même assez problématique. Ultra questionnant. Comme terme, surtout que là, l'école qu'elle fait, qui est à Ivry-sur-Seine, qui est une école plutôt de populaire, où il y a beaucoup de classes populaires qui vont dedans, donc beaucoup de personnes racisées. Et utiliser le terme civilisateur dans ce cas-là, moi je dirais que c'est quand même un impensé. Ah non, mais complètement un impensé. Un impensé raciste quand même. Ouais, ou colonial. Ouais. En tout cas. Ça va de pair. Ouais. Bon, alors que ces films, en tout cas de ceux qu'on a vus, n'ont pas l'air de. J'ai pas vu particulièrement d'impensé colonial à l'écran, à part ce terme civilisateur. Ouais. Bah, moi, pour terminer un peu sur cette question d'être immergé dans l'institution, je trouve ça assez intéressant parce que, pour avoir vu, j'ai pas vu du tout toute la filmographie de Pierre Simon, j'ai vu Notre corps notamment, et où c'est quelque chose qu'elle fait aussi finalement, elle s'immerge dans un hôpital. Et c'est intéressant, je me disais, prendre un risque pour Claire Simon dans sa filmographie, ou disons essayer de prendre un risque, ce serait de prendre un pas de côté, de regarder un petit peu plus en général ce qu'elle filme, et qui pourrait être l'inverse chez la plupart des documentaristes, peut-être. De dire, tu filmes de trop loin, il faudrait que tu ailles un petit peu plus t'immerger. Voilà, je trouvais ça intéressant de voir qu'elle, c'était peut-être l'inverse de ce qu'on pourrait attendre dans le documentaire. Ouais, mais c'est vrai que j'avais pas du tout capté ce truc de l'année scolaire et à quel point c'est symptomatique d'une vision du film, parce que j'ai regardé High School de Frédéric Wiseman aussi en parallèle, et lui il prend vraiment un moment très précis, c'est-à-dire la fin de l'année scolaire, et il va notamment filmer les rendez-vous avec les parents pour est-ce que savoir les enfants vont aller à l'université ou pas. Mais donc c'est vrai, il n'y a pas du tout ce truc d'année scolaire, on prend quelques semaines à un moment très charnière de l'année, et on va à partir de là capter l'école. Et ce qui est marrant, c'est que dans High School, finalement, les enfants ont une part assez je vais pas dire minime, mais égale aux adultes en fait. Alors que dans Récréation, c'est un peu différent. C'est hyper marrant parce que je m'étais mis, au cas où c'est pas clair, donner un exemple d'un réalisateur qui observe de loin, et j'avais mis Wiseman. Voilà. Ouais, mais je sais pas s'il observe de loin, c'est difficile à dire. Mais je dirais pas de loin, pas en mode il met sa caméra très loin, mais je sais pas exactement comment, parce que j'ai pas assez analysé en détail l'œuvre de Wiseman, et je pense que des gens l'ont fait bien mieux que moi, ce que je pourrais le faire là. Mais il trouve la distance qui permet de... il n'est pas immergé comme Claire Simon. Les caméras sont pas posées de la même manière, regardent pas de la même manière, et tu sens cette petite distance avec ce qu'il est en train d'observer. Je pense que c'est pas les mêmes choses qui l'intéressent, en fait. Wiseman, lui, c'est vraiment... Il est très façonné, effectivement, par l'environnement, par comment l'environnement influence les gens, influence les comportements. La hiérarchie, ça l'intéresse beaucoup... ce genre de choses. C'est pas pour rien que dans chaque film, il se met vraiment dans un milieu, mais souvent milieu égale environnement, parce que ça va être une école, un magasin, un commissariat, mais c'est un peu différent. Et là où moi je trouve que Claire Simon quand même je pense que c'est quand même une grande documentariste des films que j'ai vus. Je pense que dans son approche du documentaire, dans ce qu'elle a pu fournir au documentaire français, je pense qu'il y a vraiment des très belles choses, et des très belles choses qu'on retrouve dans Apprendre. Et notamment, c'est dans cette différence qu'il a là avec Wiseman, je trouve que Claire Simon, c'est quelqu'un qui est très attaché au corps et à l'incarnation, en fait, du social dans le corps.
Moi, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans Récréation, donc son premier film sur les enfants dans la cour de récré, où on voyait vraiment les interactions entre les enfants, la violence des interactions sociales, mais aussi comment ça se joue sur leur corps, quoi. Est-ce qu'ils sont malmenés? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils se chahutent et tout ça? Et là, dans Apprendre, encore une fois, elle reprend cette caméra très très proche des corps, surtout dans la première partie du film, où elle va d'abord filmer dans la récré, après dans la classe. Mais elle va vraiment montrer, par exemple, un élève, un enfant, qui va hésiter parce qu'il n'arrive pas à trouver la réponse pour un calcul mental, par exemple. Et on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gamin-là, quoi. Et l'hésitation, il va jouer aussi l'hésitation, ça se voit qu'il y a vraiment presque une théâtralisation du corps de l'enfant, de j'hésite, je lève les yeux au ciel, machin. Et ça, je trouve c'est hyper intéressant, en fait. Ça, le film hyper bien. Et je trouve que ce qui marque immédiatement, que ce soit dans Apprendre ou dans Récréation, c'est qu'elle se met vraiment à niveau des élèves. Elle est vraiment en bas, et les adultes, elle les regarde souvent en contre-plongée de haut. Mais je pense que ça vient vraiment d'une envie de se mettre au niveau des élèves et de les considérer comme je disais en introduction, des êtres entiers et pas des êtres en devenir, même s'il y a ce côté apprendre qu'on verra. Mais les enfants ont leur rituel, ont leur façon de socialiser qui leur est propre, ont leur façon d'interagir qui leur est propre, et c'est ça qui l'intéresse, elle. Comment un enfant parle, comment un enfant interagit avec les autres enfants et avec les adultes. Et j'ai une citation d'ailleurs qui va dans mon sens, à propos de Récréation, pas de Apprendre, mais ça se téléporte. J'ai filmé les enfants comme des êtres complets et non pas comme des êtres en devenir, ce qui rejoint votre idée, parce qu'elle parle à quelqu'un dans cette citation. Je fais de l'ethnologie d'une société, la société des enfants dans la cour. Je trouve ça intéressant, je réfléchissais à ce que tu disais et j'essayais de savoir si ce que tu dis, que je trouve totalement pertinent pour Récréation, à quel point ça se réappliquait dans Apprendre. Parce que dans Apprendre, y a l'arrivée des adultes dans le plan. Et du coup, elle les filme aussi beaucoup quand même. Et je me demandais à quel point elle continue à filmer les enfants comme des êtres à part entière. Et peut-être, je sais pas, j'ai pas de réponse à cette question pour le moment. J'ai un peu pensé à deux scènes quand tu parlais. Une que j'ai trouvée assez... une petite scène que j'avais bien aimée, qui est à la fin d'une journée d'école. Et on voit deux enfants qui attendent que le papa de l'un d'entre eux vienne les chercher. Et on comprend un peu dans un dialogue avec une institutrice que si le papa est pas là, ils doivent aller à l'étude et prendre le goûter. Et effectivement, là, on filme que les deux enfants. Puis quand la maîtresse dit allez à l'étude, on continue à les suivre en train de marcher dans la cour. Effectivement, là, on s'intéresse que à eux. On leur laisse la place pour leur frustration. Oui, 16h, c'est 16h. Oui, c'est ça. Et il finit à 15h, il devrait être là à 16h. Et c'est très drôle. Et une autre chose que j'ai pensé, qui n'est pas une scène précise, mais tu as parlé des corps, et je trouve que c'est très intéressant parce que l'école, en fait, c'est un dispositif de pouvoir sur les corps des enfants. Et en fait, c'est que contraindre tout le temps les corps des enfants à faire des choses. Je me disais même la récréation, c'est un moment où on met les enfants dans une cour et on dit « relâche ton corps, joue ». Donc même là, on est en train de les contraindre. Et ce qu'on peut observer quand même assez bien dans le film, c'est ces corps qui essayent du coup de résister un peu à ça. Par exemple, cette scène où il y a un enfant qui essaye absolument de répondre à une question et le prof l'interroge pas, et donc il se lève, il a le corps qui se couche sur sa table, qui bouge dans tous les sens, et c'est le corps qui veut plus être assis, quoi, qui a besoin de bouger. Et puis il reste debout après. D'ailleurs. Exactement, il reste debout. Et ça, je trouve qu'elle le filme très très bien pour le coup. Ces corps qui essaient de résister au fait qu'on veuille les asseoir, les lever, les emmener quelque part sans cesse. Qui débordent tout le temps. Ils sont essayés d'être cadrés, mais qui effectivement débordent tout le temps du cadre du cinéma, quoi, même de l'école. Une autre scène qui est assez explicite pour ça, c'est l'excursion à Paris. Donc on a toute une classe sur un bateau de touristes. Et à chaque fois que le bateau passe sous un pont, les enfants commencent à crier. Et c'est assez rigolo parce qu'autour d'eux, t'as plein d'adultes qui, eux, crient pas, et t'as la maîtresse qui les regarde et qui est un peu... On aimerait les jeter par-dessus bord, hein. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est ces corps d'enfants qui débordent, on les laisse aller dehors, voilà, ils peuvent s'exprimer maintenant. Voilà, c'est les réflexions que ce que t'as dit moi, il y a un plan que moi, je trouve super, c'est le moment justement du COD, qui surtout, en plus, moi, à l'époque... Quand j'étais enfant, les COD, je ne comprenais rien, je ne comprends toujours rien. Donc j'ai vécu ce truc-là, et donc je pense que ça joue aussi dans le fait que je l'aime bien. Et c'est un gamin qui galère à trouver le COD dans les tableaux de Picasso
embellissent la salle, quelque chose comme ça. Embellissent les salles du musée. je Ouais, crois. les salles du musée. Il faut trouver le COD. C'est une méchante phrase Et le pour sujet. trouver un COD et Voilà. un sujet. Et il trouve le sujet et il galère, quoi. Il n'y arrive pas. Et on voit le prof qui perd patience, en fait, parce que il a une classe à animer, il peut pas rester un quart d'heure sur un étudiant qui n'y arrive pas, quoi. Et en fait, elle ne filme pas le prof. Elle est entièrement sur l'élève qui n'y arrive pas, qui regarde sa feuille. Le prof dit arrête de regarder ta feuille, regarde-moi. Alors après, il est complètement perdu, en fait. Il sait pas comment agir parce que dès qu'il donne pas la réponse, il est immédiatement repris par le professeur qui le presse. Et donc il y a vraiment ce truc. Moi, je trouve que dans cette scène-là, elle filme très très bien le corps de l'élève qui est hyper parlant sur le malaise et le mal-être qu'il est en train de vivre à ce moment-là. On entend les élèves hors champ qui, eux, ont la réponse, qui veulent intervenir, qui sont moi, et qui disent non, c'est à lui de répondre. Et on perçoit aussi ce prof qui est à la fois en train de le pressuriser, mais qui en même temps fait des allers-retours parce qu'il sent bien qu'il est en train de lui mettre une pression qui n'est pas nécessaire, mais en même temps il doit avancer parce qu'il ne peut pas laisser la classe faire ça. Et donc je trouve que c'est une scène qui vraiment mélange énormément de choses, à la fois le corps de ce gamin, la pression sociale de l'école qui s'applique à la fois sur l'étudiant et à la fois sur le prof. Ce qui est très fort, c'est qu'on n'entend que la voix du prof, mais on entend dans son ton les changements de ton qu'il utilise, parce qu'il sait bien qu'il y a juste un enfant qui galère et il peut pas juste l'engueuler, quoi. C'est pas comme ça, c'est pas une bonne façon d'apprendre, quoi. Et tu vois, et ça, cette scène-là, moi je la trouve vraiment super parce que il y a beaucoup de choses dedans. Il y a justement tout ce truc du corps de l'enfant qui est contraint. Il y a aussi l'incapacité quelque part de l'école où c'est un peu cette scène-là, c'est un peu un aveu d'échec du cadre de la classe, quoi, parce que manifestement la classe est incapable d'accompagner cet élève-là à ce moment-là dans ce qu'il arrive à faire. Et moi je trouve qu'il y a beaucoup de moments quand même comme ça où Claire Simon elle arrive à capter beaucoup de choses avec une mise en scène quand même assez radicale, un plan hyper serré, quoi. Puis ça, comme tu l'as très bien dit, en fait, on voit aussi ultra bien ce besoin de contrôle du corps des élèves avec le prof qui arrête pas de lui dire « Regarde-moi, lève les yeux », et qui ne peut pas laisser cet élève baisser les yeux, essayer de chercher pour lui-même la réponse. Enfin, c'est vrai qu'elle est... En vrai, elle est violente, cette scène. Hein. Moi, j'ai trouvé tu violent, te ouais. sens ultra mal à l'aise. Attends, je réfléchis à ce que je voulais dire. Et il y en a plusieurs, en fait, comme ça, des scènes où elle filme un peu les étudiants. Et par exemple, il y a une scène où il y a vraiment une enfant qui a vraiment du mal. Ils font un exercice où ils doivent écrire des mots sur leur petit tableau. Et il y en a vraiment une des élèves qui arrive pas du tout. Et après ce moment, elle dit « Ah, mais allez, c'est vraiment facile, on passe à autre chose. » Alors que t'as la gamine qui arrive pas, qui galère. Ça doit pas être sympa à entendre pour ça. Mais en même temps, t'as 25 autres élèves qui, eux, y arrivent. Donc c'est ça. Et après on voit qu'elle essaie de débloquer du temps pour un peu accompagner un peu plus précisément cet élève-là, mais les autres élèves ils ont fini l'exercice donc ils veulent qu'on corrige leur truc, et elle dit non mais attendez là, je m'occupe de ça. Et on voit aussi là, à ce moment-là la prof qui essaie de gérer un peu toute sa classe et qui est aussi contrainte en fait par l'institution scolaire, par la classe, par le format de la classe qui encore une fois n'est pas adapté à ce genre de situation, quoi. Oui, et j'allais dire, ça c'est un truc qu'on remarque très bien avec le film, qui donc montre une école qui a l'air a priori plutôt sympa, et peut-être on peut en parler un peu d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'occurrences dès le début qui viennent un peu déjouer les attentes d'autorité qu'on pourrait attendre dans une école, mais qui montrent aussi, et ça c'est une question que je me suis posée et à laquelle je pense pas qu'il y ait de réponse, mais c'est à quel point le film le montre à son insu ou le fait exprès de montrer qu'il y a des choses qui marchent clairement pas dans le dispositif scolaire. Par exemple, l'accompagnement d'un élève qui a besoin d'un petit peu plus de temps, on le voit avec cette scène que tu as citée, mais aussi avec une autre scène d'un enfant TSA, donc qui est sur le trouble du spectre autistique, et qui a besoin d'un accompagnement beaucoup plus soutenu. Et en fait, comme il n'y a qu'une seule prof, elle peut pas faire ça. Elle peut pas donner toute son intention à lui parce qu'elle a toute une autre classe à gérer. Et donc de montrer que en fait, le dispositif même de l'école fonctionne pas, même si on essaie de faire des petits arrangements un peu sympas, ça fonctionnera quand même pas. Ça, moi, j'en sais rien de où ça vient chez Claire Simon. Il faudrait lui demander à elle, c'est elle qui sait. Mais ce qu'on peut voir dans le film, c'est que nous, on le perçoit et elle montre les dysfonctionnements scolaires de l'école. Après, est-ce que ça vient d'une idée que l'école demande adaptation, demande moyens, demande tout ça pour accompagner mieux ses étudiants? Ou est-ce que c'est l'école qui, fondamentalement, dans ce qu'elle est dysfonctionnelle? Ça, on peut pas savoir. Mais c'est vrai qu'on perçoit dans le plan ces trucs-là.
et donc on le voit. Et surtout, c'est multiple, parce qu'il y a je sens aussi, ce qui est assez intéressant, c'est je pense qu'elle a cet amour profond, à la fois pour les enfants et pour l'école. Donc, le fait d'insérer cette violence-là, ces structures-là, ça amène aussi quelque chose qui peut être intéressant. Et sur cette scène-là, oui, donc c'est un des élèves qui tourne dans la cour de récré sur sa trottinette avec une surveillante. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la première fois qu'on a vu le film, toi, tu t'es dit « Ah mais c'est cool, regarde, en fait, quand les enfants ils en ont marre, ils peuvent sortir, machin. » Et après, t'as déchanté un petit peu, parce que tu t'es dit « Ah non, c'est parce que lui, il a un diagnostic, donc on a fait ce truc-là. » Et surtout, en fait, après, on comprend, parce que la surveillante le dit très clairement, elle dit « Sinon, il perturbe la classe. » C'est-à-dire qu'en fait, on fait ça, peut-être pour lui, peut-être parce qu'il a son diagnostic, mais aussi parce que sinon... il empêche en fait les autres élèves de se concentrer. Et ce qui est, je trouve, très intéressant, ce qu'on comprend en sous-texte là, c'est qu'un élève peut fracasser tout le dispositif scolaire de 25 personnes. C'est-à-dire qu'il suffit d'un qui ne respecte pas les cadres sociaux pour que tout le truc s'effondre, quoi. Et que tous les élèves se mettent à ne plus respecter le cadre de l'école. Et en fait, cette scène-là, elle montre que l'école, par manque de moyens aussi, par manque d'adaptation, je pense... fournit des trucs dont l'objectif principal, je pense, est quand même de conserver toujours le cadre scolaire de la classe, qui est, il ne faut pas qu'il y ait d'élèves perturbateurs en classe, parce que sinon, le social s'effondre. En tout cas, la hiérarchie sociale s'effondre. Et donc, on préfère limite qu'il aille faire de la trottinette un petit peu, comme ça, on est sûr de conserver le cadre de la classe, quoi. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, pour revenir, parce que c'était un peu marrant comme moment, on était en débat, toi et moi, pendant qu'on regardait le film, justement sur les élèves, où on partait du principe que c'est horrible de passer toute la journée assis pour des élèves, pour des jeunes, pas pour des adultes aussi, mais surtout pour des jeunes. Et où moi je disais, en fait, il faudrait leur permettre d'aller un beau coup, crier, courir, jouer dans la cour quand ils n'arrivent plus à être assis. Et toi, tu disais, non, c'est pas possible de faire ça. Et bam, la scène d'après, c'est ça. Donc moi, je me dis, yes, les dieux de l'école m'ont entendu. Et en fait, c'était pas ça du tout. C'est parce que c'était effectivement une personne TSA. Donc c'était assez intéressant. Et tout ce que tu dis, je suis d'accord. En plus, dans la scène d'après, quand on le voit donc avec cette prof qui essaye de s'occuper de lui. Et je suis pas sûr que ça soit le même. Il me semble que c'est le même. En fait, on le voit pas très bien dans la scène de la trottinette. On voit pas son visage, donc je me suis demandé si c'était le même ou pas. Ouais, moi je suis partie du principe que c'était le même. Mais on montre aussi d'ailleurs non seulement qu'un enfant peut ébranler le cadre, mais aussi dans cette scène-là, donc où il se fait engueuler quand même au bout d'un moment par la prof, qu'on est d'accord de faire quelques concessions parce que c'est une personne qui diverge un peu des normes, mais pas non plus quand même beaucoup. D'ailleurs, la prof lui dit, t'as bien le droit de sortir un petit moment, mais au bout d'un moment, faut travailler, quoi. Et donc, on veut bien un petit peu adapter le cadre, mais pas non plus que ça. Et en même temps, on montre aussi dans cette scène que ça marche pas, que en fait, les enfants ont besoin d'un accompagnement plus soutenu qu'une prof pour 25. Surtout, dans ce cas-là, c'est comme exacerbé au carré, parce qu'on le sait que les enfants TSA ont besoin d'avoir un accompagnement très soutenu, mais en fait, tous les enfants ont besoin d'avoir plus qu'un adulte quand ils sont dans un groupe grand. Ouais, puis elle lui dit des trucs quand même vraiment pas sympas, quoi. Elle lui dit moi j'ai pas je veux pas faire classe à des bébés, moi j'ai pas des maternelles, je sais pas quoi. Elle lui dit des trucs comme ça alors que le pauvre, quoi, genre manifestement il arrive pas à suivre, c'est pas sa faute. Et puis moi c'était vraiment désagréable avec lui. Après, on peut comprendre aussi qu'elle a un travail qui n'est pas facile, qu'elle est aussi en manque de moyens, elle fait ce qu'elle peut, et elle a effectivement un élève qui met en danger la tranquillité de la classe, donc la capacité à elle aussi de faire son travail. Donc je pense que effectivement, il faut aussi avoir de l'empathie et de l'indulgence pour cette personne qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Mais c'est vrai que en fait, on voit que le risque de déstructuration sociale de la classe entraîne des violences en fait de la part des professeurs, des violences éducatives, des violences, je sais pas comment on pourrait dire. Là, elle lui dit des trucs comme qui sont assez violents. Elle lui dit que c'est un bébé et tout. Pour un enfant, je pense que c'est pas très agréable à entendre. Et on voit que en fait la conservation de la hiérarchie de la classe fait quand même partie d'une des prérogatives premières du professeur, quoi. Même s'il y a plusieurs scènes où elle montre que
y a une scène qui est super quand la prof dit bonjour à tous ses élèves, elle dit bonjour, ça va, et puis ils disent oui, ça va. Et il y a une espèce d'échange qui est un peu sympa à regarder là. Ouais, je voulais y venir justement parce que pour moi, un des points que je trouve intéressant dans ce film, c'est donc qu'il se place dans une école que j'ai appelée une école sympa. Une école qui donc a l'air d'être présentée comme plus progressiste. Ouais, mais c'était pas comme ça, moi. C'est pas comme ça à bonne époque. Hein. Non. Et en fait, j'ai un peu observé, peut-être tu peux développer un peu cet aspect-là, comment pour moi, le fait d'être sympa et bienveillant, c'est deux facettes d'une même pièce qui rentrent dans ce rapport de domination des adultes sur les enfants, que l'école produit quand même extrêmement bien, en plus en le naturalisant dans une espèce de position ignorant vs sachant. Les profs qui viennent apprendre des choses, d'ailleurs c'est le titre, n'est-ce pas, tout est dit. Est-ce qu'on comprendrait pas un petit peu ce titre Et donc c'est assez intéressant parce qu'effectivement on a plusieurs scènes dès le départ qui montrent ces petites divergences de ce à quoi on s'attendrait. Par exemple, la première scène, c'est donc cette maman qui amène son enfant à l'école et c'est le directeur qui les accueille, hyper bienveillant, tout sourire et qui dit « Vous n'avez pas de matériel scolaire pour votre enfant, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on lui en donnera. » Enfin, je sais pas comment c'était. Oui, voilà, c'est la ville qui donne. PCF, il sur ça. Voilà, parce que moi, on achetait tout à l'école. Hein. Oh, mais en Suisse, frérot. Oui, ça c'est sûr. Hein. Donc ça, et après, donc t'as effectivement une scène avec une prof qui fait l'appel et qui fait l'appel d'une manière un petit peu différente dont on pourrait s'attendre. C'est-à-dire qu'elle appelle les gens, elle dit bonjour, comment tu vas ? Et elle attend que l'enfant réponde. Moi, perso, les profs faisaient pas ça. Ils me demandaient pas comment j'allais quand ils appelaient mon prénom. Et je crois que juste après, on a encore une autre scène où c'est le directeur qui est en train de s'entretenir avec un élève qui visiblement a tapé une autre élève. Ah oui, 2 élèves, c'est pour ça qu'ils se sont engueulés. Parce qu'il a tapé quelqu'un, du coup on l'a puni. Il y a une petite fille qui est venue le voir parce qu'il était puni et il l'a frappé. Et voilà, sacré banger. Et il lui demande, tu sais pourquoi tu l'as tapé ? Et il dit, non. J'aime bien cette réponse. Et où on pourrait s'attendre à ce que cette scène soit plus violente envers cet enfant, entre guillemets, c'est-à-dire plus explicitement violente. Disons que le directeur soit fâché, le punisse, alors que là, il lui dit explicitement je vais pas te punir, ça sert à rien, tu changeras pas. Si je te punis juste, moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes. Moi, je crois que t'es un enfant intelligent. Est-ce que t'es intelligent ? Et l'enfant dit oui. Il fait je suis ravi de le savoir, donc on va pouvoir travailler et tout. Donc, de nouveau, une scène qui n'est pas exactement celle à laquelle on s'attend quand on se dit un directeur qui reprend un enfant qui a commis une violence. Mais attention. Pour moi, cette bienveillance, elle fait plus que se mélanger à des petits gestes constants pour réaffirmer l'autorité. Pour moi, elle fait partie de ce qui viendrait dissimuler une forme d'autorité des adultes sur les enfants. Exemplairement, dans la scène avec le directeur, en fait, pour moi, ça dissimule totalement une forte domination adulte. Parce que ça reste un adulte qui explique, qui gronde un enfant, qui essaie de le recadrer sur le droit chemin. Il lui dit même d'ailleurs, à un moment donné, je crois, nous, à l'école, on est là pour t'apprendre à comment tu dois te comporter et à ne pas faire comme ça et comme ça. Et donc, c'est totalement une scène de domination adulte. Mais sous couvert de bienveillance, elle paraît beaucoup moins violente. Et c'est vrai que c'est une autre forme de violence, peut-être à un degré moindre que si le directeur était vraiment en train d'engueuler l'enfant, mais ça reste quand même une forme de violence et de domination. Après, c'est un peu compliqué parce que manifestement, cet enfant frappe des autres enfants, ce qui n'est pas bien. Même si, ce qui est marrant, c'est que dans Récréation, elle montre un peu que la violence entre enfants, ça fait un peu partie de leur socialisation et que elle dit dans une interview, moi, j'interviens pas tant qu'il saigne pas. Mais oui, je suis d'accord que je comprends, même si je pense que c'est effectivement mieux que moi ce que j'ai pu vivre dans mon enfance. Bien sûr, et que l'époque, je sais pas si toi tes parents ont dit ça, où ils se faisaient taper sur les mains par des règles, on est d'accord. Et moi j'ai un autre exemple un peu sur ça qui montre, mais parce que pour moi c'est là où c'est une autre forme de violence parce qu'elle est peut-être un petit peu plus pernicieuse, plus difficile à sentir. Cette scène où la prof dit bonjour, comment tu vas à ses élèves, à 2 reprises, elle regarde un élève et elle lui fait « Enlève ta jaquette, il fait chaud ». Et donc l'enfant enlève sa jaquette.
Et j'étais, c'est marrant qu'elle leur demande pas est-ce que tu as chaud, tu voudrais pas enlever ta jaquette. C'est un ordre, enlève ta jaquette, j'ai décidé qu'il faisait chaud. Je pense que je comprends aussi d'où vient cet ordre. Sûrement que c'est une prof qui est fatiguée parce qu'elle a une grande classe et qu'en fait ça doit être chiant d'avoir des élèves qui toutes les 10 minutes font Madame, j'ai chaud. Et puis elle dit enlève ta jaquette. Mais ça fait quand même. Dans cette bienveillance, bonjour, comment tu vas ? Elle oblige quand même des élèves à enlever leur jaquette. Enfin, oblige. Elle ordonne à des élèves d'enlever leur jaquette. Je sais plus, moi j'ai pas fait attention, mais est-ce que les élèves ils tutoient ou ils vous voient les profs ? Moi j'ai un vieux souvenir d'école où le jour on nous a appris à vous voyer parce qu'on allait aller au collège et qu'au collège on vous voit et du coup il y avait plein de trucs où il fallait vous voyer, machin. Donc il y a aussi, on pourrait revenir sur ce titre, apprendre. Qui avec la scène avec le directeur, c'est vraiment ça, parce qu'il dit effectivement on va t'apprendre à socialiser, on va t'apprendre à pas taper les gens, on va t'apprendre que taper les gens c'est pas la bonne façon de socialiser. Et en fait le concept du film, c'est de montrer que l'école n'est pas qu'un lieu où tu apprends le contenu des cours, c'est un lieu où effectivement tu apprends à socialiser, où la cour de récréation fait d'ailleurs partie, une part très importante de ça, entre les enfants, mais où tu vas apprendre effectivement à débattre, où tu vas apprendre à te comporter, mais aussi où tu vas apprendre la hiérarchie, où tu vas apprendre la compétition, où tu vas apprendre à rester tranquille 8 heures par jour, où on va t'apprendre qu'il y a des bons et il y a des moins bons, et que les bons, ils n'ont pas les mêmes chances que les autres, que des fois, les moins bons, on ne peut pas les aider non plus beaucoup. Et voilà, en tout cas, on va t'apprendre de la discipline, on va t'apprendre aussi, comme on dit en France, on va t'apprendre à être un citoyen. Donc on va aussi t'apprendre à aimer la France, à aimer ses institutions, à ne pas trop vouloir qu'elles disparaissent. En tout cas, il y a aussi tout un appareillage de propagande sur le gouvernement français qui est appliqué sur l'enfant, du fait même que l'école est une institution publique, de toute façon. C'est marrant, c'est vraiment une réflexion que je viens d'avoir et qui vaut probablement rien du tout, mais je trouve ça trop intéressant qu'on ait mis le mot « apprendre » sur tout ça, et d'ailleurs que ce soit le titre, parce que, par exemple, quand on parle de la scène de nouveau du directeur, il n'est pas vraiment en train d'apprendre, il est en train de gronder, il est en train d'ordonner, d'expliquer. Et tout ça a été mis dans un mot « apprendre » qui vient finalement un peu de nouveau effacer une forme de domination. Parce que apprendre, c'est un peu genre altruiste finalement. C'est genre je t'offre la possibilité d'acquérir un savoir. Apprendre, c'est un truc que tu fais toi-même. J'ai appris. C'est pas on m'a enseigné, c'est ça c'est la différence. C'est j'ai appris de moi-même. Je pense que le titre du film, c'est justement pour montrer que les enfants apprennent beaucoup d'eux-mêmes aussi, et entre eux et à travers eux, par et par leurs interactions avec les adultes aussi. Ils apprennent des choses. Oui, mais dans l'école, on va quand même dire on va vous apprendre quelque chose. Même si tu dis que c'est quelque chose qu'on devrait, grammaticalement parlant, faire, ça fonctionne comme quelque chose que tu fais par toi-même, les profs vont beaucoup dire on est là pour apprendre, vous apprendre des choses. Oui, on est là pour apprendre, mais ça veut dire que vous êtes là pour apprendre. C'est aussi une façon de dire, en fait... Mais ça, c'est un truc qu'on vit toujours aux enfants à l'école, c'est que c'est pour votre propre bien. Oui, c'est ça. Vous êtes là pour vous. Et donc, vous devez bien vous comporter parce que vous êtes là pour vous. Et mal vous comporter, c'est finalement se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est ça que j'essayais de dire. C'était qu'un peu ce mot apprendre venait peut-être aussi un peu effacer cette espèce de structure de domination qu'on a dans l'école. Parce qu'il y a ce truc de vous allez en bénéficier plus que nous. Nous, on fait quelque chose d'altruiste. On vous offre les outils pour devenir des personnes. Exact. Oui, moi j'ai déjà fait, c'est bon, je sais. Ouais. Je suis le prof, donc c'est bon, j'ai plus besoin. Effectivement, oui, il y a tout ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est le parallèle avec Récréation. Parce que Récréation, c'est vraiment un film sur la cour de récré qui dure quand même 50 minutes, donc c'est quand même assez long. C'est 1 heure de moins que celui-là, mais c'est quand même long. Et surtout, il y a rien. C'est-à-dire que c'est la cour de récré en tant qu'espace, en tant que truc. Et là, dans Apprendre, il y a toujours la cour de récré. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu qu'il y a autre chose, vu qu'il y a la classe, vu qu'il y a la relation avec les profs, il y a d'autres choses, c'est que la cour de récré apparaît forcément comme un contre-champ au reste, forcément comme un autre, un ailleurs par rapport à la classe. Donc elle apparaît beaucoup plus comme cette soupape qu'elle est, que dans Récréation, qui apparaît vraiment comme un espèce d'univers un peu à part entière. La Récréation, qu'est-ce que c'est finalement ? Alors que là, vu qu'elle est mise en relation avec le reste, forcément, elle apparaît tout de suite en opposition à la classe, où
On va avoir une reconduction aussi des hiérarchies de la classe. On voit des enfants qui jouent à la maîtresse. On voit des enfants qui se chahutent, qui s'excluent aussi les uns les autres. Ah mais toi t'es chiant. Il y a toute une scène avec un enfant qui n'a pas le droit de jouer avec les autres parce que je suppose qu'il a renversé son verre d'eau sur les affaires d'une autre. Et puis elle n'est pas contente. Puis après il se met à pleurer. Puis elle lui dit « Tu pleures toujours de toute façon ». Elle est pas sympa. Oui. Elle fait voter tout le monde pour qu'il Oui, joue pas avec lui. Mais ça, je trouve qu'elle conserve ce truc de violence qui, selon elle, fait partie du jeu des enfants, fait partie des interactions sociales des enfants, qui est essentiel. Mais ce qui est aussi, du coup, vu qu'on rentre dans le cadre de l'école, la cour de récré n'est plus cet espace unique, mais devient un peu autre chose, quoi. Oui, ce qui était, et j'ai beaucoup aimé aussi Récréation, mais dans Récréation, la cour d'école, c'était un peu un lieu utopique. C'était un peu l'endroit des enfants, le pays des enfants, quoi. Hétérotopique, pour reprendre Foucault. Hétérotopique, effectivement, que tu vas nous définir pour les personnes... Une utopie concrètement réalisée, qui existe dans le monde, en connexion avec le monde, mais à la fois en connexion et un ailleurs. Mais oui, donc ce truc utopique ou hétérotopique, où tu as l'impression que les enfants sont tout d'un coup... absous de toute autorité adulte et que c'est un peu leur espace à eux. Et peut-être là, plutôt à mettre au crédit de Récréation, le fait que la cour de récré coexiste dans le film avec les autres espaces de l'école, ça montre que c'est pas exactement ça, que ça reste dans l'école déjà, c'est dans le même lieu, ça reste sous la surveillance des adultes. D'ailleurs, à un moment donné, il y a cet enfant TSA qui s'échappe de sa classe pour venir dans la cour de récréation. Il est directement repéré par une prof qui le ramène en classe. Donc, c'est pas un lieu qui existe pas avec ce qui se passe autour de lui, quoi. Oui, puis c'est assumé comme une soupape, quoi. C'est au bout d'un moment, on assume que merde, on peut pas les laisser pendant 8 heures assis sur une chaise, sinon c'est impossible. Donc, hop, on les fait courir et puis après, ils seront un peu plus sympas. Ce qui est assez intéressant. Mais après, on peut peut-être se pencher un petit peu plus sur la réalisation du film, sur sa forme, sur les... Oui, donc on pourrait s'intéresser un peu plus sérieusement à la mise en scène du film, à sa forme, parce que Apprendre, c'est du cinéma direct. Comme on n'en a pas beaucoup parlé, je crois. À chaque fois, on l'aborde un petit peu. Un petit peu avec Barbara Koppel, quand même. C'est vrai, un petit peu avec Barbara Koppel. Mais ce qui est intéressant, c'est que Claire Simon a une approche un peu particulière du cinéma direct, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dans une optique un peu cinéma vérité, comme on pourrait dire, c'est-à-dire si je n'interviens pas dans le réel, si je le filme d'une certaine façon, je pourrais atteindre une espèce d'essence de la réalité, la vérité, ce qui a été rapidement très critiqué, qui est encore critiqué, mais qui, voilà, bref, on va pas rentrer dans des débats sur le cinéma vérité. Elle assume quand même dans sa façon de faire que ce qu'elle filme, ce qu'elle recherche dans le réel, c'est des histoires. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réel objectif et il y a le réel que nous, on voit qui n'est pas exactement le même. Par exemple, elle dit si moi, je vois mon mari embrasser une autre femme dans la rue et que je le filme, je filme une histoire alors qu'en réalité, ce sont deux personnes qui s'embrassent. Mais moi, vu que c'est mon point de vue, ce sont mon mari et une autre femme. Donc un peu cette distinction-là. Donc elle, quand elle filme Récréation, ce qu'elle dit, moi, je filme comme un western. Elle dit, moi, ce que je regarde, c'est des scénarios de western. Presque, c'est des gens, il y a toute une scène avec un enfant qui essaie de ramasser des feuilles, et puis après, on vient lui piquer ses feuilles, et puis après, il veut récupérer ses feuilles. Des bouts de bois, ouais. Et donc, elle dit, moi, ce que je cherche, c'est des histoires. Et on le voit un peu dans Apprendre, c'est qu'effectivement, des fois, on a de la narration, on a des intrigues, on a qui se jouent dans un plan, qui se jouent dans une interaction sociale, qui a un début, un milieu et une fin, un développement comme ça. Donc elle cherche vraiment une espèce de narration du réel. En tout cas, elle est à la recherche de ça. Et en fait, il y a un double élément, c'est qu'elle a ça, et aussi elle a complètement conscience que ce qu'elle crée, c'est un espace avec l'enfant. Et elle leur dit, en fait, quand elle filme des enfants, elle va leur dire, elle dit, moi je vais vous filmer, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais mettre telle limite, si vous tapez, je vais rien dire, je vais vous filmer. En tout cas, elle met vraiment des trucs un peu comme ça, genre où elle va leur dire, moi je vais pas réagir à ce que vous faites. Et elle raconte que notamment dans Récréation, il y a un enfant qui s'est mis à manger de la boue pour vérifier que vraiment elle allait rien faire, et elle a rien fait. Et après, une fois qu'il avait fait ça, et qu'il savait qu'elle allait rien faire, il a commencé à jouer comme il jouerait d'habitude. Donc c'est vraiment elle, son approche, qui est de dire je vous filme, vous savez que je vous filme, tout le monde sait que je vous filme, et puis ça crée une espèce d'espace où le cinéma finalement
influence le réel, il en a conscience, il le sait, et où elle cache pas les regards caméra. Des fois, il y a des enfants qui regardent la caméra, qui ont l'air totalement influencés par la présence de la caméra, qui ont l'air de jouer pour elle, en tout cas d'interagir d'une certaine façon parce qu'elle est là, pas tout le temps, des fois. En tout cas, on a un doute, on se dit peut-être qu'il réagit comme ça parce qu'il y a une caméra. Mais ce qui est une approche intéressante. Et on parlait d'adultisme tout à l'heure. Caroline Zéo, qui a fait un très bon livre sur le cinéma direct, parle de quelque chose à propos de ça, donc, qui est très présent en fait chez Claire Denis, où elle dit que le cinéma direct peut être une zone fluctuante où on reconnaît l'autre dans son droit à exister, dans un lieu qu'on est prêt à partager. Et en fait, quand Claire Simon vient voir les enfants, vient leur dire « je vais vous filmer parce que je fais un film sur vous, parce que vos jeux dans la cour m'intéressent, parce que la classe m'intéresse, votre école m'intéresse, vos journées m'intéressent », en fait, elle vient leur dire « vous êtes des êtres entiers, intéressants, que le cinéma peut filmer et va filmer dans leur entièreté ». Et là, en fait, c'est déjà un espèce de geste contre l'adultisme, d'une certaine façon, parce qu'on vient donner un statut à des enfants qu'ils n'ont pas toujours ailleurs dans la société. Par hasard, je lisais un article, parce que c'était les élections il n'y a pas longtemps en France, et sur est-ce qu'on a le droit d'emmener son enfant au bureau de vote. Et en fait, d'après la loi, non, c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'être à deux dans le bureau de vote, même avec un enfant. Mais il y a une circulaire du ministre de l'Intérieur qui dit que c'est autorisé à condition que ça ne dérange pas le déroulé de l'élection. Et je trouve ça super intéressant comme terme, parce que ça veut dire que l'enfant est toléré à partir du moment où il ne dérange pas, à partir du moment où il ne fait pas trop de bruit, où il n'est pas à vivre en fait. Il faut que l'enfant, pour qu'il puisse être toléré par les institutions du pays dans lequel il habite, il ne faut pas qu'il soit un enfant, quoi. Il faut qu'il ne soit pas bruyant, il ne faut pas qu'il bouge, il faut qu'il respecte les règles. Et je trouve ça hyper en fait parlant de la façon dont les enfants sont traités, c'est-à-dire que par la société, ils n'ont pas le droit d'être dans leur entièreté. La plupart du temps, ils sont sous contrôle d'une société qui ne veut pas les voir en entier. Et je trouve que ce qui est aussi intéressant avec les films de Claire Simon, c'est qu'elle dit non, moi c'est l'inverse. Moi je veux que vous vous comportiez comme des enfants en fait. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est hyper intéressant. Je n'ai pas la réponse à la question que je suis en train de me poser en t'écoutant. C'est du coup qu'avec cette envie de montrer les enfants dans leur entièreté, en tant que des personnes, d'aller quand même les filmer à l'école et de ne pas les filmer dans d'autres espaces. Je comprends le choix aussi de le faire, mais je trouve ça étonnant que, en tout cas dans ces deux films-là, ce soit que dans l'école qu'elle les filme, parce que c'est quand même un endroit où on leur retire beaucoup de droits. Mais peut-être que c'est là que c'est intéressant du coup d'essayer quand même de les filmer comme de dire malgré les droits qu'on les a enlevés, ça reste des gens. Mais voilà, je trouve ça intéressant qu'elles sortent pas de ce cadre-là pour aller regarder un petit peu ce qui se passe quand ils sont pas, même s'ils sont très souvent sous le joug de la domination adulte, donc quasiment partout, mais il y a peut-être d'autres endroits où ils parviennent un petit peu à y échapper. Genre, je sais pas, moi quand j'étais enfant, quand on allait jouer devant l'immeuble et puis qu'on partait un petit peu se cacher loin de la fenêtre des parents qui pouvaient nous regarder, là on était un petit peu plus... Donc je me demandais ça, et je me demandais un autre truc en t'écoutant, c'était aussi, si je me rappelle ce que tu m'as dit, c'est qu'elle a filmé avec des iPhones dans la cour de récréation notamment. Oui, il me semble, oui. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, il y a un peu... Comment dire ça quand elle filme en 98 dans la cour de récréation, c'est pas du tout le même rapport à la caméra pour des enfants, parce que du coup, c'est plus rare peut-être d'être filmé, alors qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde a un téléphone. Et les enfants, en fait, ont l'habitude d'être filmés par des parents. Se filmer aussi. Se filmer, mais aussi d'être filmés pour être exhibés sur des réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc, je sais plus si le geste aujourd'hui a exactement la même valeur qu'en 98, de filmer des enfants pour leur rendre leur agentivité. Je sais pas. Elle explique, c'est-à-dire que en fait, c'est justement, au début, les enfants n'étaient pas très chauds, certains. Et en fait, elle a dû leur dire non, mais c'est pas pour les réseaux sociaux, c'est pas pour TikTok, c'est pour le cinéma, pour un film qui va être diffusé au cinéma, que vous allez pouvoir aller voir en salle de cinéma. Et elle dit, c'est à ce moment-là, en fait, quand ils ont compris que c'était une caméra, certes, mais pas pour le même usage que eux avaient d'habitude, que là, ils ont accepté, ils ont dit ok, c'est bon. Parce que du coup, ça venait leur redonner un peu de valeur plutôt que de... Alors, ça, je sais pas, mais il y avait aussi ce besoin de déconnecter des réseaux sociaux en disant non, mais c'est pas pour les réseaux sociaux, qu'eux ont l'habitude, c'est pour autre chose, c'est pour le cinéma qu'ils connaissent aussi. Mais pour leur dire, voilà, ça c'est pour cet usage-là,
ça sera dans ce film-là et c'est tout. Vous n'allez pas apparaître sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'elle leur a dit. Mais pour citer Caroline Zéo, j'ai une citation, peut-être ça pourra t'aider. L'élaboration d'un film de cinéma direct s'apparente souvent à celle d'un lieu virtuel, mais dont la portée est bien réelle, au cours de laquelle chaque étape rejoue, dans l'espace entre les hommes, le fondement du politique, c'est-à-dire l'existence commune et mutuelle d'êtres différents, à partir d'éléments que le cinéaste contrôle et d'autres qu'il laisse lui échapper. Et je pense que en fait, du coup, les enfants, ils rentrent en résistance aussi avec elle, dans ce qu'ils veulent dire, dans ce qu'ils veulent pas dire, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils font pas, et dans les regards caméra qui donnent ou qui donnent pas. Mais je pense que aussi dans l'école, c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est qu'à l'école, certes, l'enfant est dominé, mais l'enfant est aussi en résistance. Comme on disait, quand il déborde sans cesse, quand il va essayer de tricher, j'en sais rien. Les enfants ont plein de stratégies pour échapper à la domination de l'école à plusieurs moments. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui est intéressant, c'est que quand tu filmes des enfants à l'école, tu filmes aussi des enfants en résistance, tu filmes aussi des enfants qui sont soumis à la pression d'une institution et donc s'y plient parfois, mais aussi des fois la débordent. C'est intéressant. C'est quoi la fin de la citation? Tu peux me la redire? Au cours de laquelle chaque étape rejoue dans l'espace entre les hommes le fondement du politique, l'existence commune et mutuelle d'êtres différents, à partir d'éléments que le cinéaste contrôle et d'autres qu'il laisse lui échapper. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon, je sais que c'est discutable, mais il y a des gens qui disent que c'est pas un bon move critique de dire « Ah, le film aurait dû être comme ça ». Moi, je crois que ça me dérange pas trop de me poser cette question du moment qu'après, on revient un peu sur le film. Mais moi, mon rêve un peu, quand un cinéaste va filmer des enfants et dans une école, et je crois qu'il y a un film qui fait un petit peu ça, que moi j'ai pas vu, mais toi oui, si tu veux vraiment avoir cet espace où tu as des éléments qui t'échappent, bien qu'il y en ait là, mais dans la zone de ce que Claire Simon filme, en fait ce serait de lâcher ta caméra et de la confier à des enfants. Et pour moi, ça, ce serait une vraie mise en danger de ton film en tant qu'œuvre d'art que tu contrôles, parce que tu la contrôlerais plus là. Ou peut-être tu reprendrais le contrôle sur le montage, et là, ça poserait d'autres questions. Mais c'est toujours quelque chose que je me demande quand les documentaristes essayent d'aller filmer des personnes dominées par rapport à eux, c'est de dire pourquoi est-ce que tu ne leur passes pas à un moment donné la caméra? C'est compliqué. Et puis, il y a même des pratiques sociologiques et ethnologiques qui sont basées sur ça, où le but, c'est justement d'aller... Alors, c'est pas forcément pour faire des films derrière, mais c'est pour leur donner des caméras, leur dire filmez votre environnement, filmez votre quotidien, filmez-vous entre vous. Donc non, c'est tout à fait... c'est très pris en compte dans la science, justement, ce truc-là. En cinéma, ça l'est un peu moins. Mais c'est ça qui est marrant un peu. Pourquoi ça l'est. En fait, frontière... si ça l'est, mais c'est un cinéma qui est moins accessible, qui est moins vendu, qui est moins publicisé. Mais il y en a plusieurs des films qui donnent justement des caméras à des gens pour qu'ils filment leur quotidien. C'est quand même hyper courant. C'est juste que c'est des films qui sont un peu moins accessibles, quoi. Et souvent, c'est surtout très compliqué. Parce que comment tu fais? Parce que les gens, ils sont pas payés souvent à faire ça. Ils vont pas non plus filmer des heures par jour. Quand c'est la première fois qu'ils filment, peut-être, ou qu'ils n'ont jamais filmé pour le cinéma, c'est peut-être des images qui ne sont pas utilisables ou qui sont difficilement utilisables. Après, il y a l'étape du montage. En tout cas, c'est aussi beaucoup de questions. Il suffit pas de donner une caméra à quelqu'un pour que d'un coup, cette personne donne son point de vue, quoi. On s'est très rapidement rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que c'était Godard qui parlait... quand tu interviews des gens pour la première fois, t'es en mode la télé vient t'interviewer dans ton village, on te braque une caméra dessus puis on te dit parle. Et t'as jamais fait ça de ta vie et puis d'un coup tu dois sortir un discours, mais c'est impossible, tu vois. Oui, et c'est vrai, t'as raison de me corriger sur le fait qu'il y a beaucoup d'exemples et sûrement beaucoup de... Enfin, je suis pas ultra renseignée sur le sujet, mais d'ailleurs ça me fait penser à un film que j'ai vu qui sûrement ne se voit pas beaucoup, parce que je pense pas qu'il tourne beaucoup. Et on a fait une entrevue avec l'association qui a permis à ce film d'exister, c'est Do It Yourself. Et il y a un des membres de Do It Yourself dont on a parlé qui s'appelle Josua, qui travaille beaucoup avec amener le cinéma aux enfants, leur montrer comment faire, et notamment produit leurs courts-métrages à eux, avec leurs idées, leur envie de filmer, de poser des plans. Et il a fait un autre film que moi j'aime bien, qui est un making-of d'un film qu'il a fait avec un enfant, et c'est l'enfant le réalisateur, mais il est entouré d'une équipe d'adultes
tous professionnels, tous très compétents dans leur domaine, et c'est lui qui les dirige et qui décide ce qu'il veut faire dans son film. Et vraiment, il y a quand même du budget, il y a un truc avec des effets spéciaux, il y a une explosion, il y a des batailles, et c'est trop bien de voir il kiffe trop l'enfant, il est trop content de diriger tous ces adultes, et je sais pas, j'avais trouvé ce film vraiment chouette pour ce qu'il proposait. Ouais, mais oui, mais je pense, je t'ai repris, mais c'était... parce que oui, je pense que c'est aussi très compliqué. Je pense qu'il y a peu de films qui arrivent, malheureusement. Et puis il y a aussi la question, est-ce que finalement, donner de la gentilité à quelqu'un, la meilleure façon, c'est de lui donner une caméra, quoi. Est-ce que en le filmant, est-ce qu'on lui donne une certaine liberté sur ce qu'il peut faire dans le film et tout? Est-ce que tu lui donnes pas aussi une certaine forme d'agentivité? Tu vois, dans Récréation, quand elle va filmer des enfants en disant jouer, et que le gamin il fait ce qu'il veut devant la caméra, bon bah est-ce que finalement c'est pas aussi une forme d'agentivité où il vient plier le cinéma à ce qu'il a envie de faire, et où il vient aussi, ah bah elle me filme et bah elle va voir ce qu'elle va voir. Genre, tu sais, comme les gamins qui se mettent à baver sur le jeu, genre c'est dégueulasse, mais en même temps, bon bah voilà, c'est eux qui décident de ce ils font ça, quoi, et puis ils le font, et puis bah tu filmes, bah, tu vas nous filmer en train de baver. Il y a peut-être aussi un truc comme ça. Oui, vraiment. Mais peut-être pour revenir à un truc que tu as dit à un moment et que j'avais pas rebondi, mais je voulais souligner, effectivement, une des grandes forces du film, parce que je pense que j'ai été beaucoup dans la critique pas forcément positive, ça veut dire négatif. Généralement, c'est comme ça qu'on dit. C'est effectivement cette capacité de Claire Simon à trouver un moment dans ce qu'elle est en train de filmer. Et ensuite, à les monter. C'est vraiment une suite de moments, ce film. C'est capter justement ce COD qui n'arrive pas à être trouvé, et la scène cut un petit peu après, où c'est filmer un débat, ou même pas tout un débat, mais une partie d'un débat en classe, au moment où il est peut-être le plus dans sa vitalité, quand les jeunes sont en train de s'échauffer et un peu... et ça, je trouve qu'elle est vraiment... on sent qu'elle a un regard sur le réel qui est ultra aiguisé, parce qu'elle capte... c'est ce que j'ai dit au début, en fait. J'ai l'impression qu'elle capte où il y a de la vie dans ce qu'elle est en train de regarder, puis elle va filmer là. Puis ça, pour le coup, je trouve que c'est effectivement très très bien fait. Mais surtout sur les enfants, je trouve que c'est, pour moi, les films que j'ai vus d'elle, les meilleurs, c'est ceux sur les enfants, parce que je trouve que ça se sent vraiment qu'elle a un intérêt particulier pour les enfants, et qu'elle les filme comme pas beaucoup de personnes les filment. Elle a un respect pour eux, je pense, qui est très grand, et qui se ressent très fort dans ces films. Mais c'est à mon tour de dire des trucs un peu plus négatifs. Ah oui, je peux juste dire, Vas-y. dire moi plus qu'un respect, un truc que j'aime bien quand je vois que les documentaristes ont ça, c'est une curiosité aussi. De dire, qu'est-ce qui se passe? Et curiosité qui va donc te pousser à regarder avec un petit peu plus d'attention que si tu regardais ça passivement. Carrément, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a ça, et c'est les meilleures scènes de Notre corps aussi, par exemple, toutes les scènes de dialogue, en fait, où on voit qu'elle s'intéresse vraiment à c'est quoi en fait votre situation, c'est quoi de vouloir changer d'identité de genre, en fait, et ça c'est les meilleures scènes du film pour moi. Tout ce qui est un peu trait aux opérations est un peu moins intéressant, par exemple, mais effectivement on retrouve ce truc là où elle est curieuse, et il y a un respect qui se ressent, et c'est toujours très agréable, en fait. Mais donc je parlais de cette histoire d'espace où qu'elle crée avec les enfants, qui marche très bien dans Récréation, qui marche très bien dans certaines scènes de Apprendre, mais qui donc à certains moments marche beaucoup moins, parce que en fait, quand tu veux filmer l'école, t'es obligé de changer d'échelle, parce que tu filmes plus des interactions entre des enfants, tu filmes des interactions entre des enfants, entre des adultes, et dans différents environnements, et surtout mécaniquement t'es obligé d'élargir le champ. Parce que tu filmes une classe, tu filmes une école, tu filmes des classes en interaction, des adultes en interaction avec plusieurs enfants. Donc, tu es obligé d'élargir le champ. Et donc, même matériellement, il y a un changement dans sa mise en scène par rapport à d'autres de ses films, où elle est beaucoup plus loin, elle fait beaucoup plus de plans larges que dans d'autres de ses films, que dans Notre corps, que dans Récréation, ou même que dans ce film de fiction comme Vous n'êtes désiré que moi, qui est vraiment centré sur les deux personnes, et on bouge quasiment pas de ces deux personnes-là. Et en fait, je pense que c'est là où elle se fait rattraper, en fait, par son errance idéologique par rapport à l'école, qui n'est pas un problème fondamental, genre ça n'aurait pas forcément empêché d'être le film, d'être un bon film. Mais en fait, vu qu'elle veut à tout prix filmer l'école républicaine dans ce qu'elle a de positif, dans des méritocrates et tout, et qu'elle élargit comme ça, en fait, ça crée à la fois un problème idéologique politique qui appauvrit, je pense, la lecture du film, et ça crée, deuxièmement, un problème esthétique, où toutes les scènes en plan large, moi, je les trouve beaucoup moins intéressantes que le reste.
Et en fait, ça crée des scènes qui auraient pu être très bien et qui ne le sont pas. Oui, et l'un découle de l'autre, comme tu l'as très bien dit. Ou pour moi, si du coup, tu sais pas ce que tu veux regarder dans un plan large, bah, tu vas pas le voir. Et je pense que, on pense peut-être les deux à une scène spécifiquement, que je peux un peu expliquer, qui est donc, j'ai appelé ça l'orchestre inter-écolier. J'ai aucune idée de si c'est ça le nom. Mais en gros, il y a une classe d'une autre école qui vient dans l'école pour faire un orchestre avec l'école alsacienne, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. Et ce qu'on remarque déjà dans cette scène, c'est que l'orchestre joue super mal. C'est vraiment une cacophonie. Genre vraiment, ça, c'est super, la scène s'ouvre et tu fais mon Dieu, quelle horreur. Et en fait, ce que tu comprends un petit peu plus rapidement, c'est que ça joue mal parce que les enfants de l'école que nous on suit depuis le début, ils savent pas jouer. Alors que les autres, ou moins bien. Alors que les autres savent clairement mieux jouer. Et tu comprends assez vite quand même que c'est pas le même milieu social entre les deux classes. Déjà, ils sont quasiment tous blancs, je crois, l'autre école. Ils sont plus vieux surtout. Ils sont plus vieux, sont tous blancs. Et notamment, à un moment donné, t'as une fille qui commence à jouer du piano, puis elle joue du Chopin, puis sans partition, puis elle le joue très très bien. Enfin, pour moi, ça dit quand même déjà des choses. Et donc cette scène-là... Il y a une qui chante en allemand. Oui, voilà, en allemand et du lyrique. Ouais. Enfin voilà, pas tout le monde fait ça. Chanter en allemand, c'est un marqueur social. La truite de Schubert en plus. Je sais pas c'est comment on les dit ça enfants en qui allemand. jouent la truite. Bah elle chante la truite de Schubert dessus du coup. Elle chante pas une autre chanson. Moi j'avais pas la ref. C'est qui de nous deux finalement? Ouais. Et du coup, moi je t'ai dit ça l'autre jour quand on a revu le film. J'ai fait là, elle a carrément loupé une scène où elle pouvait regarder les violences de classe. Parce que du coup, violences de classe. École. Oui. Et elle arrive à capter un petit peu ça quand du coup cet élève joue du piano et qu'elle filme un élève qui a l'air de se faire monstrueusement chier pendant qu'elle joue du Chopin. Ça, je trouve que c'est un peu marrant. Ça, c'est super. Mais et j'arriverai pas exactement à analyser pourquoi dans cette scène, pour moi, elle n'arrive pas à capter cet enjeu de classe. Moi, j'ai un élément. Parce que oui, mais en fait, c'est une scène qui me déçoit beaucoup parce que c'est une scène où il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a des enfants qui jouent de la musique mal, ça c'est super. Qui sont à fond et qui jouent mal, ça, moi je trouve ça incroyable. Il y a des enfants qui jouent de la musique, déjà ça c'est intéressant à regarder, mais en plus s'ils jouent mal c'est encore mieux parce que à la fois c'est marrant, mais c'est super en fait d'avoir aussi cette déconstruction de la musique, espèce de truc un peu lourd, et là ils font n'importe quoi et c'est trop bien. Et d'ailleurs il y a plusieurs scènes de chansons dans le film, et moi je pense que mes moments préférés c'est les enfants qui font semblant de chanter une chanson et qui sont genre et tout d'un coup ils disent un mot. Je trouve ça toujours hilarant à regarder. La prof qui dit chanter c'est pas hurler. Pour avoir donné des cours de théâtre à des enfants, c'est nécessaire comme précision. C'est super. Et toi, il y a ça, et après... Quoique, laissez-les hurler. Je reviens sur ce que j'ai dit. Allez, hop. Et il y a ça, il y a ce truc-là qui est super. Et il y a aussi, justement, cette pause d'une enfant qui joue du Chopin. Moi, j'aime bien quand les films, ils prennent une pause comme ça, et puis qu'ils disent, ah bah tiens, on va écouter du Chopin, parce que là, elle joue super bien, et puis on va l'écouter pour de vrai. Et je trouve ça super. Et cette scène, moi, je l'aime pas. Genre, je la déteste pas, mais elle me laisse de marbre, alors qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien dedans. Et en fait, je pense parce que c'est justement un problème d'échelle. C'est que c'est pas tellement elle arrive pas dans cette scène, qui est une des scènes le plus en plan large presque du film. J'ai l'impression que c'est une scène qui se met, au profit de l'éducation nationale, en fait. Où c'est une scène qui vient montrer, regardez, l'éducation nationale, ça permet à ces enfants d'Ivry-sur-Seine de pouvoir jouer de la musique. C'est magnifique, l'éducation nationale. Ils jouent du Chopin, ils jouent la truite, c'est super. Et on a vraiment une scène qui est plus là au profit de l'école, de venir regarder l'école, plutôt que de vraiment montrer ce qui s'y passe pour de vrai. Et c'est une scène qui ne prend pas le temps de regarder ce qui s'y passe, de regarder ces enfants avec intérêt. Parce que ces enfants qui jouent mal, elle aurait pu les regarder avec intérêt pour qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gamin-là, ça serait super. Mais non, elle doit montrer que à l'école, on écoute du Schubert, on joue du Chopin, on va chercher l'école alsacienne pour les enfants d'Ivry, c'est super. Et elle se perd en fait. Oui, et peut-être même qu'on peut concrétiser ça dans deux plans qu'il y a dans la scène. Le premier, c'est le plan, je crois, sur lequel elle revient le plus. C'est un plan où elle se met en face de l'orchestre. Et donc, elle se met un petit peu à la position du prof, finalement. Elle regarde les enfants avec un regard de prof réjoui, comme tu dis. Voilà, c'est un orchestre. Et le deuxième plan, c'est cette fille qui joue du piano. En fait, le plan du mec qui fait chier, moi, j'aurais presque voulu voir ça sur
tout le piano. Et en fait, elle reste quasiment tout le morceau sur les mains de la pianiste qui est en train de jouer. Des mains qui bougent très très vite et c'est très beau à voir. Mais du coup, qui produit peut-être ce truc de waouh, c'est beau de la musique. En tout cas, chez moi, quand je regarde ça, c'est beau ce qu'elle fait, ce qu'elle est capable de faire malgré son jeune âge, dis donc. Alors que de montrer du coup le visage des enfants qui écoutaient cette musique, et peut-être il y en a qui aiment bien, tu vois, et qui écoutent ça, en fait j'aurais trouvé ça plus intéressant. Ouais, je suis d'accord. On n'est pas en train de critiquer forcément le contenu de la scène. Je veux dire, effectivement, si cet enfant peut jouer aussi bien, c'est super pour elle. Mais puis même, genre, évidemment que c'est super cool qu'on peut faire à des enfants qui écoutent de la musique classique jeune, même si moi on me l'a fait et ça m'a pas eu beaucoup d'effet sur moi. Mais c'est juste en termes de mise en scène et en termes de rapport critique par rapport à l'institution, c'est totalement absent en fait de la scène, et ce qui empêche la scène de devenir une bonne scène selon moi, quoi. Parce qu'elle regarde pas tout ce qu'il y a dans la scène. Oui, puis moi j'ai toujours quand même un petit pas de recul quand ça devient la culture occidentale dominante qu'on vient amener à tout le monde en mode regardez, comme ça vous allez être des bons Français, vous allez écouter du Chopin, vous allez jouer, bon Schubert il est pas français je pense, mais Bourdieu il a écrit 2-3 bouquins là-dessus je crois. Ouais voilà, donc il y a quand même ça aussi qui est en jeu quand tu vois cette scène finalement. Ouais, en fait c'est une scène où on perd ce qu'il y a de meilleur dans le film, c'est-à-dire ces moments où il y a énormément de choses qui se télescopent, quoi. À la fois l'école qui essaye d'instruire, à la fois la violence de l'instruction, le professeur qui est dépassé parce qu'il n'y a pas assez de moyens, l'élève qui est dépassé parce qu'il est pressé et qui ne comprend pas. Et en fait, là, on a un peu une scène qui est vachement plus unidimensionnelle que d'autres, où j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une ligne de force qui est « regardez comme la musique c'est beau et regardez comme on apporte cette musique-là à ces enfants-là ». Et on leur permet d'expérimenter ça. Et ça fait un peu... alors j'extrapole un peu là, mais... ça fait un peu l'école qui dit « Regardez, en fait, on invite l'école alsacienne, ça serait vraiment une super scène à filmer. Est-ce que vous voulez pas venir filmer le moment où l'école alsacienne vient parce que ça serait super cool ?» Et puis Arte derrière qui dit, je crois que c'est Arte qui finance, qui dit « Ah ouais, ça serait bien de montrer qu'à l'école, on écoute de la musique. Alors ça serait bien que vous ayez filmé cette scène de musique. » Et puis elle se dit « Ah bah c'est super, je vais aller filmer des élèves qui jouent de la musique, donc c'est cool. » Mais voilà, je pense c'est une scène aussi qui dans sa production... a des soucis parce qu'il y a trop de lignes de force qui se jouent au même endroit et qui du coup l'empêchent de vraiment filmer ce qui est intéressant, c'est-à-dire les élèves qui s'en foutent. Oui, alors que du coup, pour le coup, les deux autres scènes où il y a du chant, moi je les trouve beaucoup plus intéressantes. La première, c'est avec une classe, c'est presque les plus petits de l'école. Ouais, ils chantent ils chantent du Big Flo et Oli. Dans la classe, la prof a mis sur sa petite boom, et puis il y a c'est pas un karaoké, donc il y a aussi le chanteur qui retentit. T'as un élève qui dort et qu'on veut pas trop réveiller. Oui, et puis surtout, c'est les élèves qui veulent montrer qu'ils connaissent les paroles. Il y en a un qui est regarde, je connais bien les paroles, je connais bien les paroles. Celui qui connaît le moins bien. La dernière scène de musique, qui est d'ailleurs une des dernières scènes du film, c'est Diamond de Rihanna, ce qui est quand même ultra drôle puisque le film est fait en 2023, 24 Je sais pas, par là, ouais. Donc Diamond, ça date d'il y a presque 10 ans avant ça, donc c'est marrant comme choix de chanson déjà. Et on a un peu parqué les élèves dans une espèce de... On sait pas trop dans quelle salle ils sont, mais c'est pas une salle de classe. Un gymnase, on dirait. Ouais, quelque chose comme ça. Et pareil, ils sont un peu tous... ils se tiennent un peu tous un peu mal à l'aise en train de chanter leurs chansons. Et c'est trop drôle parce qu'elle tourne la caméra de temps en temps et t'as la prof qui est à fond les ballons. Moi, j'ai eu des flashbacks de mes professeurs qui étaient vraiment plus enthousiastes que nous. Et ça, il se passait déjà un petit peu plus de trucs dans cette scène. Puis d'ailleurs, dans cette scène, elle va se promener avec sa caméra. Elle va un peu longer les visages des élèves qui chantent, de temps en temps faire des allers-retours avec la prof. On retrouve un petit peu cette vitalité qu'il y avait dans les autres scènes. Ouais. Et pour peut-être terminer sur cette séquence, j'ai trouvé une citation qui est assez longue, mais qui peut-être explique des choses sur apprendre. Je ne sais pas, c'est pas à propos d'apprendre, mais c'est marrant que Claire Simon ait dit ça. Mais moi, en travaillant avec la télévision, je suis confronté à leur désir de représentativité. Ils veulent un documentaire représentatif de la population, de l'idée globale qu'ils se font de la population. La télévision n'est pas démocratique, car elle cherche toujours à justifier son existence et les immenses profits qu'elle en tire par un seul souci de représentativité. L'idée qu'elle se fait du grand public, de la ménagère de moins de 50 ans, etc. Amen. C'est ça, c'est cette idée aussi que l'école, ça doit ressembler à ça. Oui. Donc, il faut que ça ressemble un petit peu à ça. Et d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ça.
Et oui. Mais peut-être il y a une dernière chose qui est quand même assez intéressante avec ce film et qu'on a un petit peu discuté tout le long, c'est à la fois la question de l'enfance en fait au cinéma. C'est que l'enfance, on a un peu tous notre avis dessus parce qu'on a tous été enfants et on l'est tous plus. Et on a un peu tous ce truc, à la fois c'est très proche et à la fois c'est très loin. Et ce qui crée toujours un rapport un peu différent à ce genre de film. Et je pense que quelqu'un qui serait très dans l'éducation à la dure, ce genre de choses, peut-être même trouverait ce film insupportable, mais pour d'autres raisons que nous. Mais voilà, je trouve que c'est aussi un lieu idéologique qui est très fort. Et tout le monde a un avis sur comment on doit éduquer les enfants. Tout le monde juge comment les autres éduquent leurs enfants. C'est aussi un lieu, je trouve, de débat très fort. En fait, c'est un lieu du politique extrêmement fort qui est complètement délaissé par beaucoup de monde. On a l'impression, vu que c'est du domaine du privé, voilà, c'est du domaine du privé. Donc, c'est comme ça. Et tant qu'ils frappent pas leurs enfants, ça y va. Puis même quand ils les frappent, des fois. Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, nous aussi, on a produit notre avis dans ce podcast qui n'est pas le même que celui de Claire Simon. Voilà, puis vu que nous, on n'a pas trop aimé notre passage à l'école. Après, je distinguerais quand même si c'est relié, enfance et école. Enfin, Oui. Parce que l'école, c'est quand même un dispositif très précis de gestion de l'éducation de l'enfance. Après, il y a l'enfance plus globalement, les enfants par rapport aux adultes, tout ça. Exact, ouais. C'est une institution, quoi, l'école. Mais vu que tous les deux, on n'a pas trop aimé l'école, ça nous biaise aussi un petit peu. Quoi, je vois pas de quoi tu parles. Ça ne s'est pas remarqué dans le podcast qu'on était biaisés. Il y a des films qui disaient « Oh, l'école, c'est super ». Je fais « c'est pas mon expérience ». D'ailleurs, un COD, c'est un complément d'objet direct. Ça, je sais. C'est quand on peut dire quoi après le verbe. Je sais tout ça. T'as dit au début que tu savais plus ce que mais c'était. Oui, mais je sais. Mais Boucle à boucle. Je n'y arrive pas. Je comprends. Eh ben, oublions, c'est fini. De toute façon, ça sert à pas grand-chose. Non, mais je pense que si mes profs savaient que j'ai publié des textes, j'ai été payé pour publier des textes dans des trucs, je pense que c'est pas possible. Genre, il serait où va le monde ? Mais où va le monde ? Lui, tant mieux. Encore une preuve que l'école ne sert à rien. Ne sert à rien, j'allais le dire. Pas appris à écrire. Hein. Alors, l'école ne m'a jamais appris à écrire. Sur cette belle phrase, on termine gentiment ce podcast, Alexandre ? Ouais, de fou. Avec nos petites recos. Ouais. Tu veux reco commencer ? Moi, je vais recommander une artiste en entier, Himiko Kikuchi, qui est une une pianiste de jazz japonaise qui fait des super albums. C'est incroyable. J'ai écouté en fait par hasard un de ses albums qui s'appelle Flying Beagle, qui a une pochette de fou. Genre, c'est un beagle en gros plan qui a l'air hyper heureux. Et j'ai tombé là-dessus et je dis, mais tiens, la pochette m'a fait marrer. Et du coup, j'ai écouté et la musique est vraiment super. Alors, moi, j'y connais absolument rien en jazz. Mon avis, il vaut pas grand-chose du tout. Mais ça, je trouve ça hyper accessible. C'est hyper ludique. Franchement, ça envoie les instruments. Il y a du clavier, il y a des trompettes, il y a un peu des effets un peu années 80-ish. C'est vraiment super. Si vous avez écouté un peu si vous aimez certaines BO de jeux japonais, vous allez retrouver quand même pas mal des inspirations, je pense que dedans. C'est vraiment super cool et je vous conseille vraiment tous ces albums parce qu'à chaque fois j'en écoutais un autre, je dis, mais c'est aussi bien que les autres. Donc voilà, ça sera ma reco pour ceux qui ne connaissent rien au jazz, Himiko Kikuchi. Et puis si vous avez des recos de jazz, je vais recommander un livre, encore, nouveau, toujours, qui s'appelle « Lutter en rupture, lutter en solidarité » et il a été écrit par le collectif Tzedek, collectif juif décolonial. Et ce livre, c'était à la base l'idée de faire une sorte de manifeste qui expliquait qui était Tzedek, qui existe donc depuis 2 ans. Et au fur et à mesure, ils l'ont un peu agrandi et c'est devenu plus qu'un manifeste, c'est devenu vraiment une explication de leur positionnement en tant que juifs décoloniaux, quels étaient leurs combats, avec quelles luttes ils devaient se lier pour atteindre ce qu'ils voulaient faire. Et je trouve que c'est un livre qui passe assez bien à travers les luttes décoloniales françaises, actuelles surtout, comment est-ce qu'elles se structurent et quels sont les enjeux, et qui fait du bien aussi, parce que c'est un livre qui parle aussi de comment, plus qu'un collectif, ils ont créé une communauté
avec les membres. Donc CEDEC qui a commencé à 2 ou 3 personnes il y a 2 ans et maintenant ils ont plus de 300 membres. Et voilà comment ils ont créé aussi plein de rituels et de moments qui font soit seulement entre eux, soit avec d'autres collectifs décoloniaux et qui montrent bien tous ces aspects dont on a besoin pour lutter. Donc voilà, je recommande. En plus, ça se lit vraiment très facilement. Voilà, super livre. Achetez-le dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Oui, ils étaient venus à Pôle Sud, à Lausanne, pour présenter le livre. Et on recommande Pôle Sud aussi à Lausanne. On recommande Pôle Sud. On recommande Pôle Sud. Si vous êtes en Suisse et vous savez pas quoi faire, regardez ce qui se passe à Pôle Sud. Ouais, à Lausanne peut-être. Parce que si t'es à Berne, tu vas peut-être pas aller à Pôle Sud. Bah si. Bah si, prends le train. Des fois, il y a de la pizza. C'est vrai. Et des bons films. Et des documentaires sur des dockers. C'était cool. Voilà. Bah, fin de l'épisode. C'est le dernier mot. Oui. Oh là là, vous avez l'air saoulé. Hein. Ça ira. Ça ira. Comme Joyce Jonathan. Ça ira, mon amour. Ah oui, moi j'avais Joyce Jonathan. C'était pas vraiment une Ça meilleure ira ref. pour toujours. Au revoir. Nanana, nanana.